Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre ce voyage dans l'histoire de l'Odyssée maritime de la France par la vidéo numéro 3. Nous y voici présentement. Et voici notre plan. Nous avons traité le grand Richelieu qui a activement lancé la découverte des Amériques. Louis XIV, évidemment, qui a poursuivi. On a vu aussi Pandernagor, Caracas et Pondichéry. On a vu, et nous allons voir la guerre de 7 ans. Alors la politique maritime de Richelieu fut sciemment abandonnée sous le règne de Louis XV. Sciemment. Pas de chance. C'est pas. Le duc de Choiseul, ministre de la guerre et de la marine, veut arrêter les guerres, car les finances royales ne le permettent plus. Ah, l'argent, toujours l'argent. Et la marine royale, depuis 1759, est insuffisante. De plus, il invente une nouvelle politique, le duc de Choiseul, qui ne repose plus sur la possession d'immenses territoires, mais sur l'implantation de comptoirs, bref, à la petite cuillère, et de ports à travers le monde. Il connaît par ailleurs la position de Louis XV attachée à la défense de tout le royaume de France dans le monde. Ah, le roi serait pour donc la défense de tous les territoires français à travers le monde. Mais le duc de Choiseul, lui, est préoccupé des finances. Le traité de Paris de 1763 fait perdre à la France la Nouvelle-France et l'Inde au profit des Anglais. Pas de triste. Néanmoins, la France protège ses colons en Louisiane en la concédant à son allié espagnol. Bon. Et quelques années plus tard, cette stratégie sera efficace, car sans la France, les États-Unis n'auraient pas pu s'émanciper de l'Angleterre. Celle-ci va perdre à son tour toutes ses possessions américaines et canadiennes. J'ai puisé cela sur l'université de Rennes, école doctorale. Bon, très bien, très bien. Voilà le traité de paix entre le roi de France, le roi d'Espagne et le roi de la Grande-Bretagne. Voilà les textes officiels, cachetés au cachet de cire. Et voilà. Et voici un livre parmi d'autres. Il y en a beaucoup sur ce sujet. Vous pourrez relire, en arrêtant la vidéo, ce texte magnifique qui se divise en deux parties. L'abandon de la Nouvelle-France, de la Nouvelle-Écosse, l'Acadie, etc., par le roi de France. Et de son côté, ah oui, Sa Majesté britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique, etc., etc. Voilà. Oui, c'est pas joli quand même, ça. Bon. Napoléon Ier. Napoléon marque un retour aux possessions étendues, mais a besoin d'argent. Ah, toujours pareil. Il voulait initialement reconstituer l'empire colonial des Amériques autour de la Louisiane. Autour de la Louisiane, cette fameuse barrière qui empêchait les Anglais d'atteindre le Far West, quoi. Celle-ci est cédée par l'Espagne en 1800, mais le premier consul la vend aux USA en 1803. Ah, l'Espagne s'en était emparée alors, bon. Mais le premier consul la vend aux USA en 1803. Il avait besoin d'argent. Il était peut-être réaliste, je ne sais pas. La Louisiane actuelle se trouve ici. La Louisiane historique, c'était beaucoup plus grand. Le drapeau actuel de la Louisiane, en français, Union, Justice, Confidence. Hein.
C'est original, c'est très original. Union d'accord, justice aussi, confidence, c'est très original. Après sa fuite de l'île d'Elbe, l'empereur fait ici son entrée aux portes de Grenoble. Allez relire tout ce qu'il y a sur le sujet, c'est extraordinaire. Les 100 jours. Et puis hélas, à cause de Waterloo, triste bataille, l'adieu aux armes et l'exil à Sainte-Hélène. Voir le mémorial de Sainte-Hélène sur tout ça, ou n'importe quel livre. Napoléon est l'homme qui, après la Bible, suscite le plus de livres. Voilà. Gesture was used by Napoleon Bonaparte. Non pas l'empereur, mais Napoléon Bonaparte. Et voilà l'empereur qui regarde le lointain et son passé et sa gloire. La gloire est éternelle. Le nom de Napoléon, 200 ans après, on en parle glorieusement. La paix de 1815 ne laisse à la France que des confettis. Évidemment. La France elle-même est occupée. Ouais. Les Allemands. Les Autrichiens, pardon. Les Anglais. Les Russes. Les Prussiens. Les Prussiens, il y a une belle part avec les Autrichiens, là. Hein. Les Bavarois. Ils occupent la France. Voilà les vues qui montrent les troupes étrangères en France. La France est un beau pays, n'est-ce pas? Et nous en sommes ici maintenant, avec Louis-Philippe. Louis-Philippe. Louis-Philippe a un fils, Joinville, féru des choses maritimes. C'est bien. Ce prince contribue puissamment à faire naître une marine à vapeur. Voilà le prince Philippe de Joinville. Il s'est chargé pour son père le roi de Paris. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Bon, donc voilà le fils, voilà le roi, à l'entrée de Versailles, cheval blanc. Louis-Philippe, surnommé Louis-Philippe Égalité, hein, il était orléaniste et donc il était pour un minimum de liberté, au contraire de Charles X et de Louis XVIII, ses prédécesseurs. Mais pour redorer quand même son blason, il a fait revenir les cendres de Napoléon pour les porter aux Invalides. Ouais. Pardon. Pour les porter aux Invalides. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, il est marqué que... non, pardon, non, ailleurs, je ne sais plus où maintenant. J'ai lu que quand les cendres de Napoléon, en 1830 et des poussières, sont revenues de Sainte-Hélène et qu'elles ont remonté l'estuaire de la Seine pour arriver à Paris, le bateau transportant les cendres, chaque fois qu'il passait dans un coin, chaque fois qu'il avançait sur le fleuve pour remonter la Seine, les populations des rives s'agenouillaient devant le passage du bateau et les cendres de l'empereur. C'est pour dire si 25 ans après, grosso modo, le souvenir de Napoléon était fort. Voilà. Dumont d'Urville, pour tous les amateurs de la terre Adélie, c'est un nom bien connu. Est mort avec sa femme et son fils en 1842 dans un des tout premiers accidents ferroviaires. Pas de chance, pas de chance. Dumont d'Urville. Voilà l'Antarctique. Et l'Antarctique est un continent. L'Arctique, c'est le pôle Nord et ce n'est pas un continent. Il n'y a pas de terre. Là, il y a un véritable socle terrestre sous la glace.
D'où l'appétit des puissances. C'est toute une histoire à raconter, ça aussi. À l'origine, ce sont des puissances traditionnelles, Grande-Bretagne, Amérique, France, qui se sont partagées, et puis d'autres, Allemagne, etc., qui se sont partagées l'Antarctique. Maintenant, la Chine, avec le Brésil, etc., en veulent le morceau. Et se sont installés, d'ailleurs, unilatéralement. Voilà. On instaure un protectorat sur Tahiti. Les marquises, le tombeau de Jacques Brel là, et de Paul Gauguin, le peintre. Voilà Tahiti, évidemment, ça, la mer, ça peut sembler paradisiaque, bien sûr. Mais l'imagination vaut bien des voyages, et elle coûte moins cher. Les îles Marquises, célèbres pour Jacques Brel. On instaure d'autres protectorats sur Mayotte, au large de Madagascar. Aussi Mayotte. Les Lémuriens de Mayotte. Ça, c'est une chauve-souris, on dirait. Je ne suis pas sûr. Enfin bon. Non, c'est un lémurien. Lémurien. Votre serviteur là a fait le code forestier de Mayotte. Voici des traces de volcans anciens. Anciens. 1841 donc. Et progressivement sur Wallis et Futuna. Voici l'Australie. Wallis et Futuna. 1842. Wallis et Futuna. Et il y en a encore une troisième. Alofi. C'est Wallis et Futuna. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien beau, mais bon. Bon, c'est pour philosophe, quoi. Ou alors touriste. De passage, mais pas sédentaire. Napoléon III. Maintenant, point suivant donc. Abrégé. Napoléon III, fils de Louis Bonaparte, frère de Napoléon Ier. Donc neveu de l'oncle. Comme on dit. Et d'Hortense de Beauharnais. Il naît en 1808 et sa naissance est saluée par des salves d'artillerie dans tout l'Empire. Ouais, il était grand l'Empire, là. 1808. Napoléon Ier se conduit en grand-père, jouant avec l'enfant et le faisant rire aux éclats quand il le soulevait. Avec la reine Hortense, il le surnomma Monsieur Oui-Oui, car l'enfant répondait toujours ainsi, Oui-Oui. Face à l'empereur, en 1816, les Bonaparte sont exilés, eh oui. Donc lui, il vit en Suisse. À la suite d'une tentative de coup d'État, il est expulsé aux États-Unis. Ah, il avait déjà fait une... Il est expulsé aux États-Unis et revient en Angleterre. Expulsé aux États-Unis, terre de liberté. En 1848, il est élu président de la Seconde République. Et le 2 décembre 1851, il fait son coup d'État. Je ne suis sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. Un coup d'État. Le 2 décembre 1852, il devient empereur des Français. De ses années d'exil en Amérique et en Grande-Bretagne, l'empereur revient avec le souci de faire une révolution industrielle et de créer une marine. Oui, c'est à lui qu'on doit en grande partie le train en France. Voici l'empereur, le second empereur. Pour la marine, il trouve un collaborateur irremplaçable, donc Dupuy de l'Homme,
vice-ministre, ingénieur, militaire du génie maritime. Voici ce personnage, un ingénieur du génie maritime, devant savoir plein de choses. Voici le Dupuis de l'Homme, le bateau, livré en 2005. Bon. Et l'aérostat dirigeable de Dupuis de l'Homme, livré en 1872, il touchait à tout. Et son buste, quelque part. Dupuis de l'Homme, collaborateur irremplaçable. Oui, Napoléon Ier dit que la marine est un corps très particulier dans l'armée, extrêmement particulier, et que pour trouver des gens extrêmement compétents au plus haut niveau, c'est difficile. Un Nelson ne se trouve pas. Il y en a des équivalents, mais Napoléon ne les a pas trouvés. Suffren, en particulier, était mort déjà avant que Napoléon soit au pouvoir. La terreur des Anglais, Suffren, l'amiral. Le navire de Napoléon, lancé en 1852, remorque les navires à voile. Il joue un rôle essentiel dans la guerre de Crimée. Oui, on est allé se battre en Crimée. Par ici, la Crimée. La guerre de Crimée opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition de la France avec la Grande-Bretagne et d'autres pays. Qu'est-ce qu'on est allé faire là? C'est une question d'équilibre des puissances. Bon, sur base de dépérissement de l'Empire ottoman qui est à l'origine de la guerre. Équilibre des puissances. On avait à redouter que l'Empire russe ne s'empare, était en possession de la Crimée. Les conditions de vie tuèrent plus que les combats. Mais les Français l'emportèrent. Ah bon, très bien, très bien. Froid, faim, maladie, la Crimée. Napoléon III n'avait jamais perdu de guerre avant Sedan. L'incapacité des navires à bois à résister aux projectiles explosifs induit la construction du premier cuirassé moderne, la Gloire, en métal donc. Au milieu des années 1860, la France a la première division de cuirassés au monde. Le Second Empire de Napoléon III était très performant. Sa flotte accède au deuxième rang mondial. Ah ben, à peu près 100 ans, pas tout à fait 100 ans après la Révolution, qui a cassé la marine, la marine française était reconstituée. Sa marine est à l'origine de son deuxième empire colonial. Oui, on avait perdu l'Amérique, mais la Nouvelle-Calédonie est annexée en 1853. La Nouvelle-Calédonie au large de l'Australie. La Cochinchine, ça c'est la grande aventure asiatique, en 1862. L'Annam, la Cochinchine, l'Indochine quoi. Le Cambodge devient un protectorat, le Cambodge, Sihanouk. Voici une carte éducative, la Cochinchine, le Cambodge, avec ses asparas qui dansent avec les mains toutes retournées, d'une grande souplesse. Oui. La Nouvelle-Calédonie, là, bien sûr. En Afrique, Faidherbe est gouverneur du Sénégal. Faidherbe, général. Dakar voit le jour. Dakar. Il y a une pollution terrible à Dakar, maintenant. Automobile. Faidherbe. La France arrive au Gabon aussi, vers 1839. Oui. Les panthères noires.
Le Gabon, c'est ici, sous l'équateur. La forêt. Comme disait André Malraux, en visite au Gabon, la forêt à l'affût des cités. Oui, la forêt tout de suite là, traditionnellement. Ainsi qu'au territoire d'Obok, à proximité de Djibouti. Djibouti. L'Empire installe un consulat à Madagascar, c'est la grande époque, hein, et une présence renforcée en Tunisie aussi. Il est partout. La France est partout. Aussi la Tunisie. La Tunisie. Madagascar. À la chute de l'Empire, le domaine colonial compte 12 millions de kilomètres carrés. France, ici, Madagascar. Le Liban, sans doute, voilà. L'Indochine, la Guyane. Presque équivalent au Royaume-Uni. Nous en sommes ici, la Troisième République, et, nous allons voir en 1918-1940, ce qui fera l'objet de la vidéo dernière numéro 4 sur l'Odyssée maritime de la France, qui vous voyez est bien fournie. Hein. Il y en a des hauts faits. On a légèrement dépassé les 20 minutes, voilà. Eh bien, nous allons embarquer pour une dernière vidéo sur cette Odyssée et nous verrons ce qu'il en est aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps de ça, quoi. Voilà. Au revoir à toutes et à tous, et à tout à l'heure. Au revoir.